Donc, bonjour à tous. La semaine dernière, on avait donc commencé cette série de cours portant sur les plaques tournantes de l'histoire globale, 16e, 18e siècle. Et le cas qu'on avait traité dans la deuxième moitié du cours était celui de la Mecque. Donc, vous voyez ici que ce n'est pas seulement moi qui a imaginé que la Mecque pouvait être le centre du monde. C'était presque une espèce de topos, 16e, 17e siècle. Voilà donc une carte du monde faite dans les ateliers ottomans du XVIIe siècle, où justement vous voyez qu'il y a là la Mecque, et autour il y a ce qu'on appelle ici, dans la façon classique, le Bahr el-Kulzum, c'est-à-dire la mer Rouge. Tandis qu'en fait, dans l'autre carte que j'avais montrée la dernière fois, qui était la carte moghole, en fait, il y a un emprunt là, parce qu'on l'appelle Bahr el-Surkh, ça veut dire la mer Rouge. Et donc là, on voit déjà une espèce de petite influence de la cartographie occidentale sur la cartographie moghole. Ils ont donc changé le nom pour s'accorder un peu plus avec ce qu'on trouve dans les cartes occidentales amenées dans la cour moghole. Voilà, donc on aurait pu même donc penser, comme vous voyez ici, à la Mecque comme une espèce d'axis mundi. Donc tout le monde s'orientait autour de cette ville, bien sûr, pas parce que c'était la ville la plus grande ou la ville la plus importante d'un point de vue économique, mais parce que c'était quand même une ville très importante symboliquement pour les musulmans, et c'était aussi très important symboliquement pour les non-musulmans. Maintes fois, on trouve des textes assez fantaisistes sur la Mecque venant de la plume des chrétiens qui étaient en principe interdits de cette ville pendant l'époque moderne. C'est autre chose aujourd'hui, c'est un rapport plus compliqué. Mais par exemple, au XVIe siècle, il y avait des textes, on ne sait pas trop s'il faut les croire ou pas, des chrétiens qui ont dit qu'en se déguisant, ils sont rentrés dans la Mecque. Puis même au XIXe siècle, quelqu'un comme le célèbre voyageur Richard Burton a raconté un peu ça. Mais en réalité, vous voyez que symboliquement, ça veut dire que dans l'imaginaire même occidental, la Mecque était quelque chose d'assez central. Dans les textes portugais du XVIe siècle, par exemple, les Portugais croyaient à tort que c'était là où on trouvait le tombeau de Mahomet. En réalité, le tombeau de Mahomet n'est pas à la Mecque, mais à Médine. Et puis, on croyait aussi que la raison pour laquelle les musulmans allaient à la Mecque, c'était parce qu'il n'y avait pas seulement le tombeau, mais aussi la momie de Mahomet. Et donc, que cette momie était censée faire des miracles. Donc, il y a tout un développement autour de ça. Mais l'aspect sur lequel j'avais beaucoup plus insisté la dernière fois, c'était que, bien sûr, la Mecque était importante comme centre de pèlerinage, mais c'était aussi important comme centre économique, comme centre d'échange, comme centre intellectuel, parce qu'il y avait quand même une classe intellectuelle très forte à la Mecque, même si la Mecque était considérée dans le contexte ottoman comme une ville secondaire. Donc, si vous voyez l'imaginaire ottoman, pour eux, Istanbul, c'est bien sûr la ville la plus importante. Puis vient, par exemple, le Caire, vient Damas, et ainsi de suite, Bagdad. Il y a toute une série de villes, et dans cette liste de villes, la Mecque viendrait peut-être en 9e ou en 10e position comme centre intellectuel, mais néanmoins, c'était un grand centre, un centre où habitaient des gens venus, par exemple, de l'Afrique du Nord, de Fès, ou de Marrakech, mais aussi du Caire, de Bagdad, de Gujarat, de l'Asie du Sud-Est, et ainsi de suite. Donc, ville intellectuelle, ville commerciale, ville de pèlerinage, il y a donc tous ces aspects qui sont présents dans cette ville. Alors, aujourd'hui, mon intention, c'est de penser à un autre type de ville, une ville qu'on peut donc conjuguer avec un autre aspect, c'est-à-dire ville et empire. Et c'est un thème que je vais poursuivre cette fois-ci et dans le cours suivant, c'est-à-dire dans deux semaines. Je vous rappelle donc qu'il n'y a pas de cours le 1er février, dans une semaine, mais je vais reprendre donc dans 2 semaines. Et la ville que je vais prendre comme exemple maintenant, c'est
pour ainsi dire, pour manger un peu de pain blanc, de ma part, c'est la ville, la grande ville portugaise. Vous voyez, la ville qui est à la tête de cet empire créé et soutenu par les Portugais au XVIe et XVIIe siècle. Et je vous donne ici un petit échantillon des textes qui ont réfléchi sur cet empire des Portugais. Bien sûr, on revient sur Fernand Braudel. Braudel qui était quand même un grand connaisseur des archives portugais, même si ce n'était pas le centre de ses intérêts, il était beaucoup plus un connaisseur des archives en Italie et en Espagne. Mais néanmoins, il a beaucoup travaillé à Lisbonne, il a même trouvé un certain nombre de textes totalement inconnus dans les archives là-bas. Mais les deux personnages, en fait, les plus importants qui ont marqué l'historiographie de l'Empire portugais dans la deuxième moitié du XXe siècle, excusez-moi, sont deux personnes assez différentes, je dirais, par rapport à Braudel. Tous les deux avaient des rapports avec Braudel, il faut le dire. Il y a donc ici le grand savant anglais, Charles Boxer, lui avec une carrière assez atypique, qui était dans l'armée britannique, puis qui a joué un rôle comme espion dans les années 30 au Japon, puis qui est devenu prisonnier de guerre en Chine dans les années 40. Et en sortant de l'armée britannique, tout de suite, il a été, et on lui a proposé un poste de professeur à l'Université de Londres. Il y avait un certain nombre d'ex-espions, disons, qui se trouvaient dans ce genre de situation à l'époque. Et puis, il a donc continué à Londres. Il a produit énormément dans les années 50, 60. Ça, c'est un livre qu'il a publié donc en 69, qui est une espèce de vue d'ensemble, une synthèse portant sur l'Empire portugais. Malheureusement, ces travaux ne sont pas très connus en France et à ma connaissance, il n'y a aucun de ces travaux qui ont été même traduits en français. Mais il était très très connu, bien sûr, au Portugal. Et quand on parlait de l'historiographie portant sur l'Empire portugais, il y avait toujours ces deux personnages un peu rivaux qu'on plaçait un peu en face à face. Ils avaient des rapports un peu compliqués, il faut le dire. Donc, Boxer d'un côté et l'historien portugais Vitorino Magalhães Godinho. Alors, Godinho, lui, avait une formation beaucoup plus classique en tant qu'universitaire. Il a été formé au Portugal, puis il s'est exilé en France à cause de la dictature. Il a été professeur pendant assez longtemps à Clermont-Ferrand, puis il est rentré au Portugal où il a eu une carrière politique. Il est même devenu le ministre de l'Éducation après la Révolution des œillets dans les années 70. Et ça, c'est un peu son magnum opus, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, en 4 volumes, publié au début des années 80. Il y a une version en français un peu abrégée qui s'appelle L'économie de l'Empire portugais au XVe et XVIe siècle, ou quelque chose de ce genre. Mais voilà les deux en quelque sorte, points de départ pour une réflexion sur l'Empire portugais et ses villes. Et quand on parle de ces villes, bien sûr, il faut commencer et il faut passer quand même un certain temps à réfléchir sur cette ville qui est Lisbonne. Ici, vous voyez en fait la première représentation qu'on a de la ville de Lisbonne, qui vient du début du XVIe siècle. Ce n'est pas très très clair et ce n'est pas très bien fait non plus. On dit que c'est peut-être l'œuvre d'un peintre qui s'appelait Antonio de Holanda. En tout cas, ça c'est quelque chose qui a été utilisé pour illustrer une chronique portugaise, qui est la chronique du roi fondateur du royaume chrétien de Portugal, c'est-à-dire la chronique de Dom Afonso Henriques, mais qui a été produite pas au XIIe siècle quand il a vécu, mais plutôt au XVIe siècle par quelqu'un qui était un grand idéologue de l'Empire portugais, qui était Duarte Galvão, courtisan de la cour de Dom Manuel. Et donc, dans cette chronique qu'il a écrite, on trouve justement cette représentation de Lisbonne et où vous voyez un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais revenir. Et surtout, il y a ici l'aspect sur lequel on a beaucoup insisté, c'est donc ce point de passage entre l'estuaire, donc ça c'est l'estuaire du Tage, et la ville même, ça c'est les murs de la ville, et ça c'est ce qu'on appelle donc le Terreiro do Paço. Donc c'est
en dehors de la ville. Voilà, donc il y a le palais et un certain nombre d'éléments qu'on va trouver autour de ça. Je vais vous montrer quelques images un peu plus claires parce que c'est quand même assez flou et on ne peut pas forcément percevoir grand-chose ici. Alors, donc, rappelons-nous de l'importance de Lisbonne. Donc, pour vous dire un certain nombre de choses de base, rappelons que Lisbonne était déjà connue comme une ville importante mais provinciale. C'était la capitale d'une unité administrative locale à l'époque des musulmans. Donc, ça veut dire, en gros, entre le 8e siècle et le milieu du 12e siècle, cette ville, qui s'appelait donc à l'époque Al-Ushbuna, était une ville musulmane. Et puis, en 147, cette ville a été conquise par des chrétiens, et des chrétiens qui étaient en partie portugais. Donc, il y avait ce Dom Afonso Henriques, qui était le comte et puis devenu un petit roi venu du nord du Portugal. Mais en fait, la raison pour laquelle il a pu faire cette conquête en 147, c'est parce qu'il y avait des croisés qui sont débarqués à Lisbonne sur la route de la Terre Sainte, et il a utilisé donc l'aide des croisés pour faire la conquête en 1147. Et donc, à l'époque, en 1147, la population de la ville est autour de 5000. Ce n'est pas grand-chose. Donc, par la suite, on a une croissance qui n'est pas très, très rapide. En 1250, c'est 14 000, mais puis il y a une accélération. Et cette accélération se produit essentiellement parce qu'au XIIIe siècle, le roi de Portugal, que jusque-là habitait dans une ville de l'intérieur, qui était Coimbra, a décidé de déplacer sa cour. Donc, cette ville qui avait tout d'abord la fonction d'une ville portuaire est devenue maintenant ville portuaire et en plus ville politique. Et c'est avec ce début de croisement entre ces deux fonctions qu'on voit vraiment une expansion qui va se mettre en place. Donc, on est à 14 000 en 1250, à 35 000 en 1400. Et vous voyez ici, en 1500, on est à peu près à 65 000, et qui va jusqu'à 150 000 en 1650, et puis qui va continuer à croître jusqu'à presque 200 000, mais à perdre quand même en des termes relatifs par rapport à d'autres villes en Europe. C'est devenu donc en gros 7e ville en 1800, tandis que c'était 4e ville en Europe en 1650. Alors c'est surtout sur cette époque-là, le 16e et le début du 17e, que je vais me centrer pour parler de cette ville, donc cette ville qui devient aussi le centre d'un empire assez important. Et donc vous voyez, ça c'est une reconstruction, ce qui aurait été donc cette ville, disons, autour de 1650 ou à la fin du XVIIe siècle. Là, vous voyez une série d'éléments de base. Là encore, on a le Terreiro do Paço. Il y a ici donc la Ribeira das Naus, donc là où on fait la construction navale en partie. Et puis, il y a cette partie-là qui n'est pas représentée, qui est où on va vers Belém, et là où il y a un certain nombre de bâtiments assez importants construits au XVIe siècle, le monastère des Hieronymites, le Mosteiro dos Jerônimos, et aussi la Torre de Belém, qui est assez important pour marquer le départ des navires en direction de l'outre-mer. Mais ici, on a donc en gros une ville qui a été construite pour l'essentiel à la fin du XIVe, c'est surtout au XVe siècle. Mais en fait, il y a déjà un déplacement qui s'est produit quand on regarde là. Parce que si on fait marche en arrière, voilà ce qui est donc la façon dans laquelle la ville a développé. Je ne sais pas si, j'imagine qu'il y a un certain nombre de vous qui ont visité Lisbonne, donc ce dont je parle n'est pas tout à fait inconnu. Mais vous voyez ici, ça c'est la ville musulmane. Et en gros, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle
la partie à l'intérieur de la Cerca Vella ou Cerca Mora. Donc ça, c'est la ville musulmane. Et cette ville musulmane, donc vous voyez ici un peu plus de détails, c'est posé au long de l'estuaire, mais il y a aussi le château qui existe toujours, c'est le château Saint-Georges, Castello Saint-Georges, et qui domine la ville musulmane. Et ça, c'est en gros la région qu'aujourd'hui on appelle Alfama. Donc, c'est probablement... le mot est probablement dérivé de, on n'est pas sûr, probablement que ça vient du mot al-hammam, les bains. Mais c'est pas, l'étymologie est un peu incertaine. Mais vous voyez donc comment la ville s'est développée. Ça, c'est donc en gros la ville en 1150, puis il y a le développement vers l'intérieur, et puis il y a cet aspect-là, et qui nous donne donc en direction de Terreiro do Passo, à Ribeira, et finalement ces murs-là qui sont donc des murs que plus ou moins restent stables comme les fortifications jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Ce sont des murs qui ont été donc construits justement par le même roi qui a fait le transfert depuis Coimbra à Lisbonne. C'est donc dont Afonso, on l'appelle normalement les fortifications afonsinas, à cause de ça. Alors, donc, la ville musulmane n'est pas du tout délaissée, elle reste intégrée dans la ville chrétienne, comme ça devient. Et en plus, pas seulement ça reste intégré, mais il faut savoir que la conquête du XIIe siècle n'a pas été la cause du départ des musulmans et des juifs de Lisbonne. En fait, les musulmans et les juifs sont restés, pas tous, mais en grande partie. Et jusqu'en 1484, il y a par exemple un voyageur allemand qui passe par Lisbonne en 1484, qui s'appelle Poplau. Et donc voilà ce qui dit Poplau sur Lisbonne. Cette ville est capitale du surcroît, compte aussi des infidèles dans ses alentours, et ils occupent même une partie de la ville proprement dite. Après que la ville a été conquise par les chrétiens, ils sont demeurés 7 ans encore dans le château, mais il se fit rapidement un accord entre les vainqueurs et les vaincus, de telle sorte qu'il fut laissé un quartier à ces derniers, dans lequel ils pouvaient vivre et construire leurs maisons sans quiconque ne les moleste, et dans lequel ils sont encore à ce jour. Donc, 1484, il y a toujours ces musulmans et ces juifs. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on garde dans les toponymes la mémoire de ça. Il y a un endroit justement qui s'appelle Mouraria, et il y a un autre endroit qui s'appelle Judiaria. Tous ces deux se trouvent donc justement à l'intérieur de cette partie de la ville. Alors, donc, vous voyez qu'on peut concevoir cette ville comme une ville avec des murs, avec une enceinte, une ville fortifiée, une ville politique, mais c'est aussi bien sûr une ville commerciale. Je vous donne juste un autre exemple qui est un moment quand on peut apercevoir assez bien comment la ville fonctionne et le rapport entre la ville et la partie extérieure. En 1589, il y a eu une expédition montée par les Anglais pour aider un prétendant à la couronne de Portugal. C'était en 1589, donc c'est l'époque des Habsbourg au Portugal. Et il y avait donc, quand Philippe II était roi de l'Espagne et de Portugal, mais il y avait donc un fils illégitime d'un autre prince portugais qui s'appelait Dom Antonio, qui, lui, voulait revendiquer aussi ses droits à la couronne. Et il a donc tout d'abord contacté les Français, et enfin il est allé en Angleterre, et la reine Élisabeth d'Angleterre a donc envoyé une expédition. C'est ce qu'on appelle normalement l'expédition, soit l'expédition Norris-Drake ou l'expédition Norris-Drake-Essex, parce qu'il y avait donc aussi le comte d'Essex qui était impliqué là-dedans. Et ici, vous voyez ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont débarqué ici, et puis ils ont fait cette expédition en passant par Torres Vedras, etc. Ils sont venus à Lisbonne, et en même temps, donc, Drake
donc Francis Drake, a débarqué avec sa flotte ici, à Cascais, et donc ils ont attaqué la ville des deux côtés. Ils n'ont pas réussi et finalement ils ont été chassés de la ville, mais il y a quand même 4 ou 5 récits assez intéressants de cette expédition où on fait une description assez détaillée de la ville et on va, en gros, donc vous voyez, on revient, ici c'est la rivière et Ribeira das Naus, etc. Et ici, en gros, c'est là où il y a eu les combats. C'est Porte de San Roque. C'est en gros autour de la région, disons, de Santos, plus ou moins dans le Lisbonne d'aujourd'hui. Et en fait, on voit assez clairement que la partie extérieure, c'est plus ou moins défini par la région qui aujourd'hui s'appelle Alcântara. Et c'est là, en fait, où il y a aussi eu des combats en 1580. Et là, vous voyez, en fait, qu'effectivement, c'est toujours ces fortifications de l'époque de Dom Afonso qui vont définir, en quelque sorte, les limites de la ville. Alors, c'est quelle sorte de ville, donc, au XVIe siècle? Ici, vous voyez plus ou moins les chiffres de la population. On a eu un recensement de Lisbonne autour de 1530. Et dans ce recensement, vous voyez que ça, c'est en gros la population. Ça, c'est le nombre de foyers. Et donc, si on pense à 4,3 habitants par foyer, plus ou moins, on arrive à cette population. Donc, le royaume, en tout, a une population de 1 200 000, plus ou moins. Donc, ce n'est pas énorme de tout. Mais vous voyez que Lisbonne, en fait, compte ici, c'est à peu près 73 000. La population de Lisbonne, c'est à peu près ce qu'on avait vu pour 1500, un peu plus. Et en fait, ici, vous pouvez suivre en gros la croissance de l'évolution de la population portugaise qui n'est pas très, très rapide, mais qui reste positive pendant toute cette époque de 300 ans, entre 1500 et 1800. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ville? Bien sûr, on a une bibliographie sur cette ville qui n'est pas extrêmement abondante. On a, vous connaissez probablement tous cette série extrêmement utile de livres portant sur les grandes villes du monde chez Fayard. Donc, ici, donc, il y a le volume qui est consacré à Lisbonne par notre collègue Dejanira Couto. Donc, il y a ces espèces de livres de synthèse, mais pour aujourd'hui, en fait, ce qui est d'un intérêt beaucoup plus grand pour moi, en tout cas, c'est ce livre qui vient de sortir, qui est donc qui a été donc dirigé, c'est un ouvrage collectif par 2 spécialistes de l'histoire de l'art. Donc, une dame qui est donc plus ou moins entre les États-Unis et l'Allemagne, qui s'appelle Annemarie Jordan Geschwendt, et l'autre donc qui est britannique, Kate Lowe. Et ils ont donc justement pris comme titre The Global City, la ville globale. Et donc ça parle aussi au genre de thème que j'essaie de traiter dans ces cours-là. Voilà donc ce livre, un ouvrage collectif. Et le point de départ de ce livre, en fait, c'est très intéressant pour nous parce que c'est la découverte de 2 peintures portant sur la ville de Lisbonne au XVIe siècle. Et ces 2 peintures étaient plus ou moins inconnues jusqu'au milieu du XXe siècle. En fait, ce sont des peintures qui ont été faites par un peintre anonyme flamand. On ne connaît toujours pas son identité. Il y avait un certain nombre de peintres flamands et hollandais, comme on a vu avec cet autre monsieur qui s'appelait justement Antonio de Holanda. Donc, évidemment, c'était aussi ou un flamand ou un néerlandais. Et ce peintre a donc produit cette peinture qui, par la suite, a disparu. Et au XIXe siècle, ça a été acheté par quelqu'un qui est assez connu dans l'histoire culturelle de l'Angleterre, qui est Dante Gabriel Rossetti. Donc, c'était dans la collection privée de Rossetti.
Et puis, par la suite, ça a été revendu dans des enchères, etc. Et finalement, donc, on a commencé à l'exposer. Et donc, en réalité, c'est une découverte capitale parce qu'on avait quelques peintures de Lisbonne au XVIe, XVIIe siècle, pas beaucoup. Et si on regarde les peintures qu'on avait normalement, ça c'est un exemple assez connu, c'est toujours focalisé sur cet aspect-là, c'est toujours le Terreiro do Passo. Donc, cette partie entre le Tage ici, donc vous avez Almada de l'autre côté, et puis il y a aussi donc autour de ça les palais des bâtiments publics. Vous voyez que tout cela, je vous préviens, a été totalement transformé parce que après le tremblement de terre de 1755, la ville a été, et surtout cette partie de la ville avait été endommagée, et donc en fait on a refait toute cette partie de la ville. Et si vous allez aujourd'hui, en fait, on a un découpage qui est très différent. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle Baixa Pombalina. Donc, ces rues géométriques et rectangulaires, plus ou moins. Et tout cela, c'est le produit de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Tandis que là, on est encore au XVIIe siècle et plutôt que ce découpage en plusieurs place, ce qu'on a aujourd'hui. On avait donc cette grande place, et d'ailleurs, il y a même quelques gravures de peinture qui démontrent d'une façon un peu trop dramatique parfois les autos da fé, donc où on brûlait les gens à la suite d'un procès d'inquisition, et normalement ça se faisait aussi apparemment ici, et on a des descriptions, on a aussi quelques gravures portant sur ça. Alors là, donc, vous voyez, ce sont des peintures extrêmement stylisées et qui démontrent donc des gens qui sont des nobles, parfois entourés par des esclaves, etc. etc. Tandis que les peintures qu'on a découvertes ont une particularité qui est tout à fait autre. Et c'est quoi? Alors ça, c'est donc des peintures portant sur la grande rue marchande. Donc, on n'est plus dans les alentours du palais, on est dans le cœur de ce qu'on peut appeler en quelque sorte la Lisbonne bourgeoise. Et en particulier, c'est la rue qu'on appelle à l'époque déjà à Rua Nova dos Mercadores, la nouvelle rue des marchands. Et c'est une ville qui existe déjà probablement à partir du XIIIe au début XIVe siècle, mais qui a été totalement reconstruite au XVIe siècle. Et c'est une ville qui, en réalité, se trouve plus ou moins ici. Donc, ce n'est pas dans l'ancienne ville des musulmans, c'est en dehors de ça, dans cette partie qui est l'expansion vers l'intérieur, vers ce qu'on appelle la mer de paille, Mar de Balha. Et alors, donc, ce sont ces deux peintures, et finalement, on a aussi compris que ces deux peintures, donc première et deuxième, au départ, c'était une peinture qui a été découpée en deux. Donc, ce sont ces deux peintures, et ces peintures qui démontrent des scènes très stylisées encore. Ce n'est pas du tout, disons, c'est un faux naturalisme, mais où on voit représenter les maisons derrière. On voit aussi toute une série de personnages de types physiques assez différents. Je vais revenir sur cette question-là. On voit aussi le peintre a placé d'une façon extrêmement délibérée certains éléments. Par exemple, ici, vous voyez le dinde. Donc, c'est bel et bien le XVIe siècle, parce que sinon, on n'aurait pas de dinde. Et de la même façon, il y a des gens qui sont habillés de façon assez variée, des gens sur cheval et d'autres sur des ânes, par exemple, quelques scènes un peu ludiques et quelques autres qui sont donc, par exemple, vous voyez qu'il y a une présence assez forte ici des Africains. Et ça, en fait, ce n'est pas une surprise entièrement,
parce que je vous ai dit qu'il y a très peu de peintures portant sur Lisbonne au XVIe siècle. Et donc, il y a en général ces peintures portant sur le Terreiro do Passo. Mais il y a une exception, et ça, c'est cette peinture-là qui démontre ce qu'on appelle Chafariz del Rei. Et vous voyez qu'il y a une espèce de ressemblance un peu de famille entre ça et les autres peintures, même si ce n'est certainement pas le même peintre. Ici aussi, vous voyez quelques particularités. En particulier, on a toujours remarqué ce personnage-là, qui est un monsieur africain, monté sur un cheval, et qui a sur son dos une croix qui démontre qu'il appartient à un des ordres chevaleresques, des ordres militaires. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, tout en étant d'origine africaine, a un statut assez élevé dans cette société. Le fait qu'il est sur un cheval, déjà, ça montre quelque chose. Et en plus, sa façon de s'habiller, c'est aussi assez parlant. Alors, donc, il serait qui ces gens dans ces scènes-là? Ça, Chafariz del Rei, c'est presque sur l'estuaire, tandis que l'autre rue, c'est un peu plus loin. Alors, heureusement, on a des documents que, là encore, c'est les mêmes chercheurs qui ont produit ce livre, qui ont trouvé ces documents, qui donnent un recensement de cette partie de la ville autour des années 1560. C'est pour les impôts. Et donc, on peut voir une liste de toutes les maisons dans cette rue et qui sont les occupants, qui sont aussi ceux qui sont censés payer les impôts. Et alors, tout de suite, on comprend un certain nombre de choses. Tout d'abord, donc, même si c'est une ville commerciale, ce n'est pas une ville commerciale, si vous voulez, organique. En fait, c'est une ville commerciale qui a été, en quelque sorte, construite sur les ordres du roi. Ça a été donc développé, c'est un développement commercial en rapport avec le pouvoir royal. Et c'est donc le roi du début du XVIe siècle, Dom Manuel, qui a fait construire cette ville. On sait même par qui. C'est un personnage d'ailleurs très important, mais très peu étudié jusque-là, qui était, le roi avait plusieurs intendants de finances, vedor da fazenda, et un de ces intendants, c'était un monsieur qui s'appelait Antonio Carneiro, et c'est Antonio Carneiro qui en effet avait fait construire cette rue en grande partie, et il résidait aussi une partie du temps dans cette rue. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur cette... Il y a un certain nombre de noms qui sautent tout de suite aux yeux, et voilà ce qu'on trouve tout de suite dans cette ville. Parce que c'est une ville qui est pas dominée, je dirais, mais où il y a une très forte présence italienne. Et surtout, parmi les Italiens, je voudrais vous souligner quand même qu'il y a une diversité d'Italiens à Lisbonne à partir du XVe siècle. Il n'y a pas beaucoup de Vénitiens. Il y a un certain nombre, mais en fait, il y a des gens venant de Piacenza, de Crémone, mais surtout des Florentins. Et ça, ce n'est pas du tout une surprise parce que quand même le XVe siècle est en quelque sorte le grand siècle de l'expansion des marchands florentins en dehors de l'Italie. Et voilà, on peut voir donc les quelques familles très importantes. Déjà au début du XVe siècle, il y a les Bardi, les Cambini, et puis ce personnage qui a été assez bien étudié, il faut le dire, Bartolomeo Marchionni, qui domine en quelque sorte la communauté italienne de Lisbonne entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, et qui est lié avec cet autre personnage, Cernigi, Girolamo Cernigi, qui lui, en fait, a même participé dans les expéditions en Asie. Il est allé même au moins une fois en Asie, autour de 1510. Il a eu des conflits avec les gouverneurs portugais parce qu'il avait ses propres idées sur comment il fallait construire l'Empire portugais. Puis il y a bien sûr cet autre personnage qui va devenir très important et qui est très présent à l'époque justement de cette peinture, qui est Luca Giraldi, grand marchand, grand banquier, mais aussi assez ami avec un des princes de la maison royale. Donc au milieu du XVIe siècle. Donc ces Italiens qui
qui semblent en quelque sorte pas dominer numériquement, mais quand même, ils ont la haute main sur le commerce de la ville, surtout ces Florentins. Et il y a qui d'autre dans cette ville? Alors, la première chose qu'il faut quand même remarquer, mais c'est une évidence, mais je vais le dire quand même, c'est que l'époque dont parlait le voyageur Poplo, c'est la fin de quelque chose. 1484, où il y a encore des musulmans et encore des juifs à Lisbonne, c'est la fin de quelque chose, parce qu'en 1495, on va décréter la fin de ces deux communautés. Et on connaît cette histoire assez célèbre. La formule a été utilisée par un historien de la guerre qui a dit que les Castillans et les Espagnols ont chassé les musulmans et les juifs de leur royaume, tandis que les Portugais ont chassé les juifs et les musulmans de leur religion plutôt que de leur royaume. Donc, ils ont gardé ces gens, ces familles-là, sauf qu'ils ne pouvaient pas rester. Ils ne pouvaient pas rester donc musulmans et juifs. Ils sont devenus donc ce qu'on appelle dans le XVIe siècle les Cristãos Novos, les nouveaux chrétiens. Et là, si vous regardez n'importe quel récit de voyage à Lisbonne, je vous donne un exemple qui est peut-être un des récits les plus importants sur Lisbonne, qui est aussi d'un Florentin, Filippo Sassetti, dans les années 1580. Il insiste beaucoup sur cette présence des nouveaux chrétiens à Lisbonne. Donc, si vous regardez le recensement de cette ville, il y a bien sûr les Italiens, il y a un certain nombre de gens qui ont des liens avec la cour, comme Antonio Carneiro, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui sont vraisemblablement des nouveaux chrétiens. Donc, pour un certain nombre de cas, on peut tracer leur lien familial et aussi en croisant les archives du palais avec les archives de l'Inquisition, on peut identifier les familles. Mais vous voyez qu'on a aussi, bien sûr, une historiographie assez abondante sur justement ces communautés-là. Je vais mentionner juste deux. Bon, il y a bien sûr même des gens ici dans cette maison qui ont travaillé ce sujet comme M. Reva ou Nathan Wachtel par le passé. Mais ici, vous avez donc cet ouvrage d'un historien canadien, Studnik et Gisbert, sur les nouveaux chrétiens portugais à Lisbonne, mais aussi dans l'Atlantique en général. Et ici, cet ouvrage qui est très pointu, mais qui porte sur un aspect qu'il ne faut jamais négliger, c'est le fait que tout en restant à Lisbonne au Portugal, les nouveaux chrétiens ont subi une espèce de pression, une violence presque constante. Et parfois, il y avait des explosions de violence. Et par exemple, cet ouvrage-là, qui est de très grand historien Yerushalmi, porte sur le massacre de 1506, donc dans lequel il y a eu une espèce de pogrom contre les Juifs et les nouveaux chrétiens à Lisbonne, et même ailleurs dans le Portugal. Mais voilà. Donc, vous voyez que cette ville est une ville où il y a différentes sortes de bourgeoisie. Une bourgeoisie donc d'origine juive, moins d'origine musulmane, des bourgeois venus d'ailleurs. Mais en fait, ce qui nous frappe, c'est le fait que parmi les vieux chrétiens, il y a en fait très peu de grands marchands. Donc ça, c'est un aspect qui laisse un peu perplexe. Parce que là, vous voyez que c'est une ville à partir de laquelle on va en effet construire un empire commercial qui va embrasser les 4 parties du monde. Mais malgré ça, on n'est pas capable de développer une vie bourgeoise et une vie commerciale qui va se répandre, disons, plus globalement dans la société portugaise. Et ça pose vraiment problème sur plusieurs points de vue. Donc, vous voyez aussi qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que cette ville est aussi en pleine expansion vers la mer. Donc, on est dans l'estuaire. Il y a eu cet aspect qui est l'expansion un peu vers l'intérieur. On a vu ça avec
la Rua Nova dos Mercadores, mais ici aussi, c'est l'aspect qui est le plus connu, c'est le fait qu'une fois qu'on est parti en Inde et on a ramené un certain nombre de richesses à cause à la fois du commerce avec l'Afrique et le commerce avec l'Inde, on va marquer ça en faisant une série de constructions. Ça, c'est bien sûr le monastère des Jéronymites, avec une iconographie très, très nettement liée avec l'Empire et avec l'expansion. Il y a cet aspect de la présence même métaphorique du globe un peu partout dans le programme iconographique de ce monastère. Et bien sûr, il y a aussi ce tour-là, la Torre de Belém, qui, en quelque sorte, est aussi représenté d'une façon ou d'une autre symboliquement dans les textes littéraires. Vous voyez qu'au XVIe siècle, à Lisbonne, il y avait aussi, bien sûr, une vie intellectuelle et littéraire assez importante. Il y avait, bien sûr, les grands poètes de l'époque qu'on connaît, et il faut aussi voir que parmi ces grands poètes, en fait, il y avait cette espèce de tension qu'on connaît au XVIe siècle, assez typique des Portugais, où il y a des gens qui sont donc pour l'expansion et d'autres qui sont contre l'expansion. Donc, des gens qui ont écrit des poésies en disant en gros que l'Inde est un plus grand ennemi que Castille. Pourquoi? Parce qu'on peut lutter contre les Castillans tandis qu'on est séduit par l'Inde. Et pourquoi? Donc il y a cette idée que c'est, en fait, le problème c'est l'odeur de cannelle, au cheiro de cannelle. Donc c'est l'odeur de cannelle qui va faire en sorte que le Portugal va devenir pauvre, parce que les Portugais vont donc délaisser le royaume pour aller chercher la cannelle et le poivre ailleurs, plutôt que rester et lutter contre les musulmans d'un côté en Afrique du Nord et les Castillans de l'autre. Ok, donc vous voyez qu'on peut voir Lisbonne comme une ville en tant que telle. On peut analyser l'expansion, la transformation de cette ville, tout en gardant cet aspect donc d'une ville tout d'abord provinciale et musulmane qui devient une ville centrale politique, puis qui va se définir avec ses murs, une ville avec une présence donc royale assez affirmée. Les rois sont restés là, plus ou moins, sauf qu'il y avait quelques moments quand il y avait la peste au XVIe siècle, quand ils préféraient les villes de l'intérieur. Vous voyez qu'une ville portuaire, c'est toujours plus dangereuse de ce point de vue-là. Mais en gros, on peut voir ça, mais aussi il faut souligner quelques aspects un peu curieux, justement, cette faiblesse en quelque sorte au niveau d'une bourgeoisie indigène que dépassent les nouveaux chrétiens. C'est quelque chose qui a été toujours remarqué par les étrangers venant à Lisbonne au XVIe siècle. Le fait qu'en fin de compte, si on met à part les Italiens et les nouveaux chrétiens, les seuls autres grands personnages qu'on peut trouver au niveau de la fonction marchande, en fait, ce sont des gens qui sont liés avec le gouvernement. Donc, en fait, ce sont ce qu'on appelle, normalement, à la fin du XVIe siècle, il y a une phrase qui est souvent utilisée, c'est fidalgo tratante. Ça veut dire quelqu'un qui est un homme noble, mais qui fait du commerce en utilisant ses pouvoirs. Donc, ça, c'est pas une bourgeoisie qui existe en quelque sorte séparément par rapport à une aristocratie. Donc, de ce point de vue-là, si on veut revenir vers les catégories weberiennes, c'est très difficile de penser à Lisbonne, par exemple au XVIe siècle, comme étant une ville patricienne. Il n'y a pas une espèce de classe patricienne qui est présente dans la ville. Il y a une classe qui dépend en quelque sorte de la cour. Et puis, il y a les gens venus du monde extérieur, comme justement ces Florentins ou ces gens de Crémone, comme par exemple les Afaitadi, qui se transforment en portugais en utilisant le nom Lafeta. Puis, il y a la grande famille que au Portugal est appelée Perestrello, mais qui sont les Palestrini de Piacenza. Ça, c'est la belle famille de Christophe Colomb.
Donc, vous voyez qu'il y a tous ces gens venus aussi des petites villes en Italie qui sont présentes, à part les Florentins. Maintenant, je vais passer à une comparaison, mais qui est aussi un exercice de connexion. Parce que vous voyez, donc, par la suite, il y a l'expansion vers l'Asie qui se fait depuis la fin du XVIe siècle, du XVe siècle, au début du XVIe siècle. Et là, on va se retrouver avec un certain nombre de villes en Asie contrôlées par les Portugais. Et c'était aussi, à mon avis, intéressant de voir comment on peut comparer ces villes devenues portugaises en Asie avec Lisbonne. Et bien sûr, là où il faut commencer, il faut quand même passer un peu de temps à penser la comparaison, c'est cette ville-là qui est la ville de Goa. Donc la ville de Goa qui se retrouve sous le contrôle d'un sultanat. Donc, en quelque sorte, on est en train de rejouer la même chose. Ville tout d'abord musulmane, mais aussi une ville qui n'est pas une ville très centrale pour le sultanat. Le sultanat de Bijapur est donc centré ici, mais Goa, c'est une ville secondaire, une ville provinciale, exactement comme Lisbonne l'était au milieu du XIIe siècle. Mais, alors donc, les Portugais vont faire la conquête de Goa en 1510. C'est connu, ils ont fait ça 2 fois, c'est-à-dire ils ont fait la conquête une fois au début de l'année, puis ils l'ont perdu pendant l'été et ils ont regagné la ville en novembre 1510. Donc il y a cette double conquête, comme on l'appelle. Et puis Goa, pendant 20 ans, est restée une ville relativement secondaire et peu importante pour les Portugais. Parce que les Portugais étaient beaucoup plus occupés avec des villes en Inde du Sud, ici comme Cochin, ou dans l'Asie du Sud-Est. Et c'est qu'en 1530, en réalité, qu'ils vont donc commencer à redévelopper leur intérêt pour Goa. Et donc, c'est Goa qui va commencer son expansion, en quelque sorte, à partir de 1530 jusqu'au début du XVIIe siècle. Et là, vous voyez une des représentations les plus célèbres de Goa. Et vous voyez qu'en quelque sorte, il y a quand même une ressemblance de famille. Parce que, encore une fois, c'est une ville qui est dans une espèce d'estuaire. C'est un estuaire qui est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il y a 2 fleuves, 2 rivières qui rentrent dans la mer ici. Il y a le Mandovi ici et il y a le Zuari par là. Et vous voyez que c'est l'autre rive. Si vous voulez, Lisbonne se trouve sur la rive gauche, tandis que ça, c'est la rive droite en entrant par là. Il y a ces autres îles. En particulier, il y a 2 îles, Choran et Divar. Et puis, il y a la ville même. Vous avez ici exactement Ribeira das Naves. Mais là, il y a aussi quelques différences, quelques changements. Et ces différences, en fait, ont quelque chose à voir avec le fait que ça, ce n'est pas une ville capitale, c'est une espèce de ville dépendante. C'est une ville coloniale, quand même. Et je vous montre tout de suite les quelques différences. Vous voyez ça un peu plus en détail. Il y a là ce qu'on appelle Rua Direita, qui est plus ou moins la grande rue des marchands. Il y a là, on va jusqu'au Pelourinho, puis ici, il y a la grande maison des Jésuites, il y a le lac derrière. Il y a toute une série d'autres. Si on regardait vraiment en détail, on pouvait voir les noms de bâtiments. Mais ici, c'est l'espèce de square central, où il y a le palais du vice-roi, il y a la Sé, la cathédrale, et il y a les maisons des ordres monastiques qui sont arrivés en premier. Vous voyez que la raison pour laquelle les jésuites se retrouvent là, c'est parce qu'ils sont arrivés avec un peu de retard. Ils sont arrivés que dans les années 1540, tandis que les franciscains étaient là avant, et donc les franciscains sont placés d'une façon beaucoup plus centrale. Là, vous voyez, encore une fois, quelque chose sur lequel je vais revenir. C'est un aspect important où il y a une certaine ressemblance avec ce qu'on trouve il y a une espèce de cadre ibérique qu'on peut trouver ici. On peut aussi trouver,
souvent, en parlant avec mes étudiants venant de l'Amérique latine, je compare ça, toute proportion gardée, par exemple, avec Zócalo, dans la ville de Mexico. Où, encore une fois, c'était en quelque sorte le centre, puis on a remplacé un certain nombre de bâtiments avec d'autres bâtiments, soi-disant de notre religion, mais en fait qui ont à peu près le même genre de fonction. Donc, ici, vous voyez, encore une fois, c'est une représentation beaucoup moins correcte cartographiquement, mais encore une fois, on rentre par là, c'est l'île et puis les dépendances autour. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur Goa qui fait la différence? Alors, la différence, c'est donc quand même que c'est une ville qui est dépendante. Et ça veut dire que c'est une ville où tous les 3 ans, il y a quelqu'un qui vient de Portugal qui va donc prendre possession de la ville. C'est le gouverneur ou le vice-roi. Donc, symboliquement, ça, c'est un point de passage assez important, c'est l'arc des vice-rois. Et c'est l'endroit par lequel on passe pour rentrer ici, du point de débarquement, dans la ville même. Cet arc de vice-roi, d'ailleurs, est un point symbolique très important. La famille de Vasco da Gama a réussi à placer son statue là-haut, et donc par la suite, les autres ont essayé de le détruire de temps à autre. Donc, c'est aussi très important de savoir qui domine et par quelle famille il faut passer en quelque sorte pour rentrer dans la ville. Et vous voyez la différence avec Lisbonne, parce que bien sûr, à Lisbonne, cette idée d'entrée, qui est répandue aussi dans d'autres villes en Europe, n'a jamais joué un rôle très important, sauf pour les Philippes, mais même là, on peut poser des questions. Tandis qu'ici, c'est une espèce de fête et un aspect rituel qui est assez connu et assez répété. Encore une fois, on a une historiographie considérable, pas très abondante. Je vous signale juste ces 3 livres d'ordre très différents. Un livre d'une historienne portugaise d'origine goanaise, portant sur l'ensemble des territoires. Ce n'est pas une histoire urbaine. Cette ville aussi d'un historien goanais portant sur l'ensemble des territoires, un peu marxisant. Et puis cette ville de notre collègue, ce livre qui est beaucoup plus une espèce d'analyse symbolique et politique de la ville, Goa Chave de toda India, de Catarina Madeira Santos, de l'École des hautes études. Et donc, en lisant ces textes-là et en regardant les archives, on arrive à une série de conclusions assez intéressantes. Tout d'abord, Goa est à peu près de la même taille que Lisbonne. Un peu plus petite, mais pas beaucoup. Donc, si on pense qu'il y a un rapport, tout de suite, un rapport de force entre ce que serait une ville centrale, capitale de l'Empire, et une ville soi-disant périphérique ailleurs, ce n'est pas du tout un rapport que peut s'affirmer dans ce cadre-là. Il y a aussi quelque chose d'autre, bien sûr, qu'il y a la ville, mais il y a aussi ces territoires autour. Et si on prend les territoires autour, bien sûr, on voit qu'il y a une espèce d'ensemble de population. On voit également quelque chose qui est assez important, c'est que jusqu'à dans le XVIIe siècle, à partir de 1530, la ville est restée très importante, mais puis ça a commencé à rétrécir. Et donc l'apogée de la ville, c'est en quelque sorte vers 1650. Donc ça, c'est une histoire qui est assez différente par rapport à Lisbonne, qui va continuer parce que Lisbonne, bien sûr, une fois que l'Empire portugais en Asie avait perdu son importance, a gardé son importance économique en se centrant sur le Brésil. Tandis que ici, c'était une autre affaire. Vous voyez ici quelque chose qui est un dessin fait par un des gouverneurs de l'Inde portugaise en 1540. Et il faisait ce dessin pour montrer quel regard on pouvait porter sur Goa en venant justement de la mer. Ça, c'est Don Juan de Castro. Et si on regarde cette ville-là, il y a quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, c'est-à-dire que presque tous les grands bâtiments sont des bâtiments qui ont été construits sur des bâtiments qui existaient auparavant. C'est-à-dire, on a pris la ville musulmane
et on a remplacé les bâtiments publics de la ville musulmane avec des bâtiments chrétiens. Donc, à chaque fois que vous voyez, au moins dans cette partie de la ville, là où on trouve les jésuites, c'est une autre affaire parce que c'est plus à l'intérieur, mais ici, à chaque fois que vous trouvez, par exemple, une grande église, c'est assez probable que c'est là où on trouvait une mosquée. Là où on trouve le palais des vice-rois, c'était le palais du gouverneur musulman de Bijapur, de ce qu'on appelait donc le Sabayo, c'était le nom qu'on donnait au sultan de Bijapur. Et donc, ça a été remplacé systématiquement, on le sait. On n'a pas beaucoup d'exemples de ce qu'auraient été ces autres bâtiments-là, mais ça, c'est parmi les rares mosquées de Bijapur qui ont survécu dans le territoire de Goa. Ça, c'est le masjid de Safa. Donc, vous voyez ce qu'aurait été la ville auparavant, et puis vous voyez ce qui est devenu la ville après. Donc, ça, c'est l'église probablement plus connue de Goa, qui est de Bon Jésus, là où on trouve le corps de Saint François Xavier. Et bien sûr, il y a aussi ces autres églises venant plus ou moins, normalement, de la fin du XVIe, début du XVIIe, qui sont les seuls bâtiments publics qui ont survécu, car la ville a été abandonnée au XIXe siècle. Et on se retrouve dans un autre endroit qui est Panjim, plus près de la mer. Alors, donc, en faisant cette espèce de comparaison assez rapide sur les deux villes, on peut remarquer qu'il y a bien sûr des ressemblances, mais aussi des contrastes assez intéressants. Des ressemblances qui ne sont pas du tout des coïncidences, parce que, bien sûr, quand on a construit ou reconstruit Goa, on pensait sans cesse à Lisbonne. Il y a souvent des réflexions de la part des Portugais qui ont donc toujours affirmé qu'ils étaient en train de rebâtir Lisbonne en quelque sorte. C'est aussi la raison pour laquelle les Portugais ont décidé qu'il fallait abandonner Cochin comme capitale pour venir ici, parce que le problème avec Cochin, ce n'était pas une conquête. C'était une ville dans laquelle on avait un contrat avec un roi local. Et comme on avait un contrat avec un roi local, la ville de Cochin était partagée en deux. Il y avait une ville contrôlée par le roi et il y avait une autre ville contrôlée par les Portugais. Tandis que ce dont les Portugais avaient envie, c'était une ville toute entièrement à eux, où ils pouvaient donc en quelque sorte refaire et reconstruire une ville européenne ailleurs. Et malheureusement, on n'a pas pour le XVIe siècle à Goa l'équivalent de ces peintures qu'on trouve pour Lisbonne. On a des gravures comme ça, très artificielles. Ça, c'est une gravure faite par Johannes van Doetinchem, un graveur flamand à la fin du XVIe siècle. Mais vous voyez que c'est totalement artificiel. Mais on trouve ici aussi quelque chose qui est assez frappant, et dans ces représentations visuelles et dans les descriptions, c'est-à-dire à Lisbonne, au XVIe siècle, on a estimé, on n'est pas sûr, qu'à peu près 20% de la population était africain. Et pour l'essentiel des esclaves. Tandis qu'ici, c'est très difficile de dire combien il en avait, mais on sait que pour chaque maison de bourgeois, et je vais juste mentionner le mot pour bourgeois, c'est un mot qui est donc le mot casado. C'est un mot qu'on n'utilise que dans le contexte colonial. C'est un mot qu'on ne peut jamais trouver quand on parle de Portugal même ou de Lisbonne. Mais casado, qui est un mot parfaitement portugais, ce n'est pas du tout un mot, ce n'est pas un emprunt, ce n'est pas un mot qui a été pris d'une langue locale, ça veut dire des bourgeois. Et là, vous voyez un peu les catégories sociales qu'on trouve à Goa à la fin du XVIe siècle, les aristocrates, les officiels, les religieux, les bourgeois, les solteiros, c'est-à-dire des marchands mais qui n'avaient pas de domicile fixe, les artisans et ainsi de suite. Mais ce qu'on peut dire, en fin de compte, et je vais terminer sur cet aspect paradoxal-là, c'est qu'en fin de compte, ce qui est surprenant, c'est que Goa, c'est une ville beaucoup plus dominée par les bourgeois que Lisbonne. C'est une ville coloniale, mais en quelque sorte, même s'il y a des aristocrates, même s'il y a des ministres, des officiels, en fait, c'est les casados qui dominent la ville. Et il y avait
on ne sait pas exactement, il y avait peut-être entre 800 et 1000 grandes familles de casados à Goa à la fin du XVIe siècle. Chaque famille avait probablement 5 ou 6 esclaves, donc ça veut dire qu'il y avait une population peut-être de 6000 esclaves. 6000 esclaves sur, vous voyez, 75 000. Mais les esclaves à Goa étaient beaucoup plus divers. Il y avait bien sûr des esclaves venant de l'Afrique, mais aussi des esclaves, beaucoup des esclaves bengalis, des Sénégalais venant de Sri Lanka, et même quelques-uns venant de l'Asie du Sud-Est. Donc même cette population esclavisée était donc beaucoup plus mélangée. Donc, en gros, vous voyez comment fonctionnent ces deux villes. Il y a une espèce de jeu de miroir qu'on peut faire entre les deux. Il y a des ressemblances, il y a des divergences, mais finalement, la ville qui se trouve au cœur de l'Empire est une ville, finalement, qui n'a pas su développer, en fin de compte, une bourgeoisie stable. Parce qu'il il y avait soit des étrangers, soit des gens qui étaient des nouveaux chrétiens et donc qui étaient toujours sous menace, qui étaient toujours donc menacés par l'Inquisition, menacés par l'expulsion, par l'expropriation et ainsi de suite. Tandis que finalement, paradoxalement, on se retrouve dans cette ville coloniale où, en fin de compte, il y a une bourgeoisie coloniale des casados qui va se développer, qui deviendra assez important et va même finalement, à la fin du XVIe siècle, affirmer son droit d'écrire des chroniques. Donc, l'année dernière était le 4e centenaire de la mort de Diogo de Couto, grand chroniqueur portugais. Et quand on lit Couto, Couto dit toujours que moi, je ne parle pas pour le roi, je parle pour les casados de Goa. Donc, finalement, vous voyez que le pouvoir de cette bourgeoisie coloniale, créole en quelque sorte, va s'affirmer, pas seulement à un niveau économique, mais même d'un point de vue culturel. Je vous remercie.